Interpellation à l'hémicycle, la politique sanitaire du gouvernement en matière de protection contre les produits nuisibles mise en cause par les députés. Le ministre de l'économie s'est expliqué sur le sujet. 11 milliards de francs CFA pour aider à l'organisation des élections générales de 2013. L'Union européenne et le Royaume de Belgique accompagnent le Mali. Sport football, les Aigles du Mali jouent dimanche contre le Rwanda au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2014. Pour mieux préparer la rencontre, Seydou Keita et ses coéquipiers ont pris leur quartier à Kabbalah. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue. Le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été décerné au président de la République française. Cette distinction récompense les efforts de François Hollande dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et particulièrement au Mali. Il a reçu hier son prix au siège de l'UNESCO en présence d'une dizaine de chefs d'États africains. Envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé, Idrissa Traoré. François Hollande, le sauveur, François Hollande, l'apôtre de la paix, ou encore Hollande, soldat de la paix. Les qualificatifs ne manquent pas ce mercredi pour saluer le courage du président français François Hollande, lauréat du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prestigieux prix de l'UNESCO récompense ainsi les efforts du président Hollande en faveur de l'instauration de la paix et de la stabilité. Mais c'est surtout l'intervention de la France dans la crise malienne à travers l'opération militaire Serval qui a beaucoup pesé. Il peut paraître paradoxal de recevoir une récompense pour la recherche de la paix après avoir porté la responsabilité d'une guerre. Mais la décision que j'ai prise au nom de la France, le 11 janvier, n'avait pas d'autre but que de mettre fin à une agression, la pire qui soit, celle qui voulait par la terreur soumettre un pays ami. Face à la haine, c'est la faiblesse qui aurait été coupable. Et c'est donc la force qui était légitime. Tout retard aurait été désastreux. Toute hésitation aurait été tragique. Toute inertie aurait été fatale. L'appel des autorités maliennes était un geste salvateur. L'histoire retiendra, cher Diokounda Traoré, que c'est vous qui, par votre acte courageux de faire appel à la France, a permis la survie de votre pays et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Dans un discours émouvant, le président de la République par intérim a vanté les mérites de la France et de son président, dont l'action a permis de sauver toute une nation, le Mali, contre les forces obscurantistes. François Hollande, ce prix, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites pour cette fille tombée en syncope à Tombouctou, en voulant t'approcher. Tombée en syncope sans doute parce qu'en elle ont reflué les souvenirs des viols en série auxquels s'est livrée la horde sanguinaire venue pour tuer l'islam, notre islam à nous, fait de modération et de pondération. Ce prix, tu le mérites également, François Hollande, pour ce jeune homme qui, encore une fois à Tombouctou, t'aurait volontiers serré la main s'il n'avait été amputé de la main droite, au nom d'une justice illégitime et illégale, adossée à la seule puissance du fusil et au man de la cocaïne. Tu mérites ce prix au nom des larmes versées par les imams des mosquées millénaires de cette ville sainte, dont les érudits ont résisté du mieux qu'ils pouvaient aux envahisseurs et à leur doctrine de haine et de brutalité. Au-delà du prix décerné au président Hollande, l'UNESCO s'engage à reconstruire tous les patrimoines, les mausolées détruits par les terroristes à Tombouctou, ville classée patrimoine mondial. La réhabilitation de ces sites n'est pas juste une réparation matérielle, mais une question de valeur. L'UNESCO a sauvé le temple d'Égypte et construit le pont de Mostar. L'UNESCO va reconstruire les mausolées du Mali.
François Hollande a décidé de remettre le chèque de $150 000 liés à ces prix à la branche malienne du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO et à l'association française Solidarité France qui soutient les soldats blessés et les familles des victimes. Rappelons que juste avant la remise du prix, François Hollande a reçu à l'Élysée les chefs d'État africains présents pour un déjeuner au cours duquel la question de sécurité dans le Sahel a été largement évoquée et des pistes de solutions préconisées. Vous aurez l'intégralité des discours des présidents Hollande et Traoré après cette édition. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre au centre des entretiens. Les dispositions sécuritaires et les actions humanitaires envisagées par les Nations Unies pour aider le Mali. Albert Girard a également rencontré le représentant de la CEDEAO au Mali avec qui il a évoqué les mêmes sujets. Agali Agagissa. La nomination des représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali traduit toute l'importance que la communauté internationale accorde à la situation que vit notre pays. Et c'est bien dans ce cadre que Albert Gérald Konder a rencontré le Premier ministre. On a discuté sur beaucoup de sujets. Le 2 juillet, quand c'est décidé par le Conseil de sécurité, il y a une opération de paix de casque bleu qui va aider à sécuriser la population. La deuxième, nous allons aider bien sûr aussi la commission de dialogue et réconciliation et toutes les autres initiatives dans le pays pour résoudre les problèmes. Il y a le défi humanitaire, je crois que c'est très important. Nous ne pouvons pas faire tout, mais on peut aider la population à voir la différence dans toutes les régions du pays où il y a encore des grands problèmes de l'eau, etc., etc. Nous avons bien sûr aussi parlé de nécessité dans les journées à venir à Ouagadougou d'avoir des négociations pour résoudre le problème. Je crois maintenant c'est important de donner l'espace à la négociation. M. Konder a également rencontré le représentant de la CEDEAO au Mali. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la consolidation des actions déjà menées par la CEDEAO pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le président de la MINUSMA s'est montré satisfait de la qualité des différents entretiens. Des militaires français engagés dans l'opération Serval au Mali ont été décorés ce matin par le ministre de la Défense et des anciens combattants au nom du président de la République par intérim. Mohamed Diarra a assisté à la cérémonie. Des dispositifs sécuritaires impressionnants pour annoncer les couleurs d'une cérémonie d'une importance capitale. 5 mois après le début de l'opération Serval, la nation malienne rend hommage à la France pour son intervention prompte qui a permis de recouvrir la quasi-totalité du territoire malien. Le coup d'arrêt a été un coup de maître et grâce à votre action, la peur a changé de camp. Accompagné des forces tchadiennes, de la MINUSMA et de l'armée malienne, la force Serval qui a pourchassé les terroristes jusqu'aux confins du massif du Tigargar a très rapidement permis de reprendre pied à Tombouctou et à Gao. De tels résultats obtenus sur le terrain dépendent certes de la valeur des troupes, mais surtout de la qualité des chefs. Monsieur le général Grégoire de Saint-Quentin, commandant la force Serval, il vous est décerné le grade de commandeur de l'Ordre national du Mali, une des plus hautes distinctions maliennes. Ces distinctions honorifiques concernent une centaine de militaires français engagés dans l'opération Serval au Mali. Pour la cérémonie, ce sont 11 qui ont reçu leur médaille. 5 ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali. 4 ont reçu la médaille d'étoile d'argent avec effigie abeille. Et 1 a été fait officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Ces décorations que nous recevons aujourd'hui symbolisent la reconnaissance que vous nous accordez à ceux qui ont combattu à vos côtés pour leurs efforts, ainsi que pour les risques pris et assumés. Elles symbolisent également l'estime mutuelle et la fraternité d'armes qui se sont créées entre les militaires français et maliens. Pour cette opération, la France a perdu 6 de ses soldats. Mais, qu'à cela ne tienne, la mission aura été bien accomplie pour le général Grégoire. Nous n'oublions pas qu'ici, les opérations vont se poursuivre et que d'autres soldats français sont là pour marquer la continuité de l'engagement de la France au service de la paix, de la concorde
et de la prospérité de votre beau pays. Des poignées de main pour immortaliser ces moments de reconnaissance, le tout dans une atmosphère conviviale et de fraternité entre les frères d'armes. L'Assemblée nationale a adopté au cours de sa séance plénière la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 5 juillet 2013. Ce projet de loi, initié par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, avait été adopté par le Conseil des ministres extraordinaire du mardi 4 juin 2013. Mahamadou Doumbia pour les détails. Adopté par le Conseil extraordinaire des ministres en date du 4 juin 2013, l'état d'urgence a été prorogé pour une troisième fois pour parer à toute éventualité, suite à l'occupation et l'insécurité causée jadis par la présence des bandits armés, des terroristes et autres narcotrafiquants sur l'étendue du territoire. C'est pourquoi, dans les recommandations, l'Assemblée nationale a formulé à l'endroit du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et la tranquillité des populations, d'éviter des abus éventuels afin de veiller au respect strict de la date du 28 juillet, prévu pour le premier tour de l'élection présidentielle. Tous les candidats, d'une manière ou d'une autre, sont sur le terrain aujourd'hui et personne n'a interdit à un candidat de faire ce qu'il peut faire dans les règles conformément aux dispositions réglementaires. Cela est connu de tout le monde. Pour certains députés, l'état d'urgence renouvelé pour une troisième fois, ça n'est de trop. Même sans l'état d'urgence, l'État doit jouer pleinement son rôle. Que l'État prenne ses responsabilités et empêcher de faire du désordre à Bamako, ou bien même plutôt pousser cet État-là à obliger l'armée malienne à aller libérer Kidal, plutôt que de nous faire un état d'urgence qui prive d'autres Maliens de leur activité et de leur gagne-pain. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Je pense que les concerts, les manifestations culturelles, vraiment ça peut attendre. Il y a vraiment plus important. On sait que des gens ont envie, mais il y a plus important, c'est la situation de notre pays. Pour certains, l'état d'urgence a beaucoup aidé la population à échapper à certains abus. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé par rapport aux dépenses des mariages. D'autres députés voient l'état d'urgence sous d'autres angles. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, certaines couches de la société manquent de revenus, comme par exemple certains artistes. L'état d'urgence ne saurait donc être source de restrictions. Un artiste qui vit de son art, je ne vois pas comment on va l'empêcher de produire simplement parce qu'on veut l'empêcher, parce qu'il y a l'état d'urgence. Mais si la manifestation on estime que ça peut aboutir à autre chose, je crois que l'administration est dans ses droits d'empêcher la manifestation. En définitive, ce projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence a été adopté par 118 voix pour, 1 contre, 2 abstentions. Et le gouverneur du district de Bamako qui informe les populations du district de la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 5 juillet 2013 à minuit. En conséquence, les mesures relatives à la restriction de certaines libertés restent maintenues, notamment l'interdiction des cortèges de mariage, les marches de protestation ou de soutien, les grands rassemblements de quelque nature que ce soit. Les forces de l'ordre veilleront à l'application stricte des mesures édictées. Le gouverneur du district sait pouvoir compter sur l'esprit civique des populations du district. Les députés ont adopté une résolution sur la situation qui prévaut à Kidal. Dans cette déclaration, les élus de la nation condamnent avec la dernière rigueur les récentes exactions à caractère ségrégationniste perpétrées contre les populations noires de Kidal par le MNLA. Le président de la commission défense, sécurité, protection civile de l'Assemblée nationale, Bourema Diko, nous livre la substance de cette résolution. Ces propos ont été recueillis par Ramata Konati. L'Assemblée nationale du Mali renouvelle son engagement à soutenir la parfaite exécution de la feuille de route par le gouvernement de transition. Exhorte le gouvernement à doter le comité dialogue et réconciliation de moyens conséquents pour mener à bien sa lourde et exaltante mission de réconcilier tous les Maliens. Exhorte le conseiller spécial désigné par le président de la République par intérim à négocier avec le MLA. Invite les différentes parties, État du Mali et mouvement indépendantiste, à faciliter une issue heureuse des négociations en cours sous l'égide de l'émissaire de la CEDEAO. Condamne avec la dernière rigueur
les attentats kamikazes perpétrés contre les forces étrangères et maliennes et invite au désarmement des groupes rebelles conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2100 du 25 avril 2013 instituant la MINUSMA. Dénonce et condamne fermement les récentes exactions à caractère racial et ségrégationniste suivies de pillages perpétrés contre les populations noires de la ville de Kidal par le MLA. Encourage les forces armées maliennes dans leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale du pays et exige leur présence sans délai à Kidal en vue d'y imposer la paix et garantir la sécurité des paisibles populations. Félicite la communauté internationale pour la grande générosité manifestée lors de la conférence internationale pour le développement et invite les autorités maliennes à une diplomatie plus active en vue de mobiliser toutes les promesses faites au Mali. Exige la présence des autorités administratives, politiques et des forces armées maliennes à Kidal et le désarmement immédiat et sans condition du groupe armé du MLA. Invite la communauté internationale à soutenir le gouvernement pour la réussite de l'organisation d'élections crédibles et transparentes sur l'ensemble du territoire national, y compris la région de Kidal, dans les délais prévus. Charge, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de transmettre la présente résolution à Monsieur le Premier ministre conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Nous restons sur place. 2 membres du gouvernement étaient interpellés par les députés. Il s'agit des ministres en charge de l'économie et de l'éducation. Le premier devrait expliquer la politique du gouvernement en matière de protection des populations contre les produits nuisibles à la santé. Et le second avait pour tâche d'expliquer l'affaire relative à la nomination de 2 directeurs à la tête d'une même école à Ouarou. Le compte-rendu de Bourama Traoré. Le marché malien est-il inondé des produits chinois? Le député Oumar Bouri Touré semble en être convaincu. Éclairage de l'élu à Goundam. Les produits chinois sont sur tous les étals des petits commerçants de tous les villages du Mali. Le grand marché de Bamako est inondé de produits chinois, allant des médicaments aux jouets pour enfants. Il n'y a aucun secteur de l'économie malienne qui soit épargné par cette invasion chinoise. Cette invention chinoise, selon le député Touré, contribue à détruire le tissu économique du Mali. Ce n'est pas l'avis du ministre délégué chargé du budget Marin Passamboura, pour qui notre pays est engagé dans un libéralisme. Si nos entreprises sont là à subir les affres de la concurrence des produits chinois, ça nous empêche en quoi d'être plus inventifs, plus imaginatifs, en nous aussi d'envahir le marché chinois. Des explications qui n'ont pas convaincu le député interpellateur. L'honorable Touré revient à la charge et précise. L'économie libérale ne veut pas dire qu'on doit tuer son peuple au profit de certaines personnes. Même l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, recommande aux pays à économie faible de protéger leur économie. L'élu à Goundam persiste et signe. Si les mesures idoines ne sont pas prises, la prolifération des produits chinois sur nos marchés va mettre en berne l'économie nationale. Faux rétorque le ministre chargé du budget, lequel souligne haut et fort que le Mali a tout à gagner avec l'empire du milieu. Je crois que la Chine ne vient pas ici pour tuer l'économie malienne. Pour preuve, pour que le Mali soit endetté, pour que le Mali soit souverain financièrement en tout cas, la Chine lui a rétrocédé en 2001 et 2007 un montant de 55 milliards de dettes qu'il a annulées. La deuxième séance des questions orales de ce jeudi s'adressait au ministre en charge de l'éducation, représenté par son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit d'une affaire relative à la nomination de 2 directeurs à la tête d'une école fondamentale à Sa à Ouarou. Sédou Sidibé, nommé à ce poste, a été relevé une semaine après sa nomination et remplacé par Issa Traoré. Le ministre en charge de l'éducation est donc interpellé par le député Amadou Sidibé pour s'expliquer. Nous ne pensons pas qu'il s'agit là d'une faute. Il s'agit plutôt d'une erreur administrative qui a été commise par le directeur du centre d'animation pédagogique
Et cette heure a été rectifiée au bout d'une semaine. Le député Eli Ayouarou dit ne pas être convaincu par les explications données par le ministre Messaoud Ould Mohamed Labib. L'honorable Amadou Sidibé s'injure contre ce qu'il appelle la violation des textes. De janvier à février 2013, le ministre de l'Éducation a procédé à 136 nominations uniquement sur des bases politiques. Ce point de vue n'est pas partagé par le ministre Labib. Il revient à la charge pour préciser les raisons de la nomination d'Issa Traoré à la place de Seydou Sidibé. M. Issa Traoré est maître principal de l'enseignement fondamental, deuxième classe, deuxième échelon, alors que M. Sidibé est un contractuel. C'est faux, rétorque le député Amadou Sidibé, pour qui rien ne saurait justifier l'abrogation de la note de service nommant Seydou Sidibé au poste de directeur de l'école de Sa. M. Seydou Sidibé, aussi bien que Issa Traoré, sont tous les deux maîtres principaux de l'enseignement fondamental. Le ministre Labib et le député Sidibé ne sont pas sur la même longueur d'onde et l'interpellation s'arrête là. L'Union européenne et le Royaume de Belgique accompagnent le Mali dans la réussite de l'organisation des élections générales de 2013. Une convention de partenariat a été signée à cet effet. Par cette convention, il sera mis à la disposition du Mali 11 milliards de francs CFA. Abdrahman Meiga pour les détails. Par cette signature de convention, l'Union européenne et le Royaume de Belgique, à travers le programme des Nations Unies pour le développement, mettent à la disposition de notre pays 11 milliards de francs CFA. Cette contribution est destinée à accompagner le gouvernement de la transition à réussir l'organisation des élections générales de 2013. Les élections qui s'annoncent seront importantes et primordiales comme étape de montrer que cet effort qu'on a fait après l'invasion avec la libération retourne et aide au pays à retourner à la démocratie. Étape clé qui montre aussi à tous ceux qui sont intervenus qu'ils avaient raison d'intervenir. Pour l'organisation de cette dite élection, la Commission de l'Union européenne, à travers le programme des Nations Unies pour le développement, a signé il y a de cela 2 mois avec le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, une convention de 2 millions d'euros. Cette somme qui porte la contribution totale de l'Union européenne à 17 milliards de francs CFA a pour objectif d'aider le Mali à la mobilisation et à la sensibilisation des électeurs. Le plus difficile reste à venir parce que nous restons focalisés sur l'objectif que nous visons, c'est-à-dire sortir effectivement de la crise institutionnelle, faire un pas effectif vers la sortie de crise générale. Jusque-là, on a une organisation matériel qui avance relativement bien, une organisation technique qui avance relativement bien, beaucoup de solidarité autour de ce processus, mais n'oublions jamais que on n'a pas encore atteint l'objectif. Le colonel Moussa Senko Koulibaly a promis aux donateurs du jour une gestion rationnelle de ces fonds. Des appuis qui, selon lui, permettent aujourd'hui au Mali de trouver des solutions appropriées pour une sortie définitive de la crise politico-institutionnelle qui n'a que trop duré. En deuxième région, les travaux d'établissement des listes électorales ont démarré hier dans de bonnes conditions. Le gouverneur Alaï Tessougué a lui-même ouvert le bal en procédant à son transfert. La région de Koulikoro enregistre pour les élections de juillet prochain 958 851 électeurs potentiels. Seydou Traoré depuis Koulikoro. L'une des phases indispensables de ces échéances qui constituent les travaux d'établissement des listes électorales a démarré sur toutes les circonscriptions de la région de Koulikoro. Au compte des 7 cercles, 958 851 électeurs potentiels sont retenus pour ces élections de juillet 2013. Il s'agit pour ces opérations d'établir un tableau de validation et un autre pour le transfert, afin de permettre à tous les citoyens d'accomplir leur devoir patriotique. Tout le matériel est en place. Tous les documents sont en place. Et au moment où je vous parle, tous les fonds également sont parvenus au niveau des cercles. Il ne reste plus qu'à dire aux gens d'aller à la brèche pour que ces élections réussissent. Pour le cercle de Koulikoro, où le chef de l'exécutif régional a effectué son transfert, 85 912 électeurs potentiels seront répartis dans 280 lieux de vote. 72 personnes formant 24 équipes ont été formées pour la distribution de la carte Nina.
tout le monde doit être informé de tout ce qui se passe afin que tous les Maliens qui ont l'âge de voter puissent aller aux élections. L'établissement de ces listes, c'est le départ de cette opération. Donc il faut que toute la population de Koulikoro sorte et aille vérifier si elle figure sur la liste et choisir son lieu de vote afin de voter tout près de sa maison. En lançant le démarrage des travaux d'établissement des listes électorales à Koulikoro, le gouverneur Alain Tissougué a invité les membres des commissions locales d'organisation à mieux communiquer. Il a aussi encouragé cette commission à être plus méthodique pour réussir le pari de la bonne organisation de ces élections de 2013. Démarrage également à Ségou des travaux de la commission administrative d'établissement des listes électorales. Le gouverneur de la région s'est rendu dans les centres de Sébougou et Pelengana. Honoré Tchenou, compte rendu. Voir de près l'état de démarrage des travaux des différentes commissions administratives d'établissement des listes électorales biométriques 2013 des communes de Ségou, Sébougou et Pelengana, tel était l'objectif de la visite du gouverneur de la région de Ségou dans ces 3 communes. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer vraiment un appel à toute la population de Ségou pour que ce défi qui est les élections puisse se faire sur l'ensemble du territoire. Aux commissions visitées, le travail s'annonce bien. Tous les partis politiques ayant répondu à l'appel du préfet étaient présents, ainsi que les délégués de l'administration. Il s'agit donc pour la commission de finaliser les listes électorales, gérer les cas de transfert et de radiation pendant 10 jours. Un constat au niveau de Pelengana, c'est qu'il y a plus de 8000 électeurs qui ont été, disons, enregistrés au niveau de Ségou et qu'il faut transférer immédiatement au niveau de Pelengana. Et donc la prise en charge de ces 8000 et quelques électeurs aussi, nous sommes là-dessus. Et nous avons constaté tout de suite ici à Pelengana que ce travail est en train de se faire. Maintenant, au niveau de Sébougou, on a constaté que les uns et les autres commencent à venir. Il y a eu quelques opérations déjà, que ce soit la radiation, les transferts et même la validation. Cependant, la faible représentativité des partis politiques au sein des commissions reste une difficulté. John Bouakar Sissé a ainsi exhorté les maires à une plus grande implication dans la sensibilisation. Notons que pour les élections 2013, la région enregistre 953 599 électeurs potentiels pour 3 192 bureaux de vote. Parlant d'élections toujours, l'interview de la semaine reçoit aujourd'hui le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avec Mamadou Diamoutani. Il sera question des préparatifs du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet, un entretien dirigé par Yaya Konaté à suivre après ce journal. Kidal, la guerre, l'élection présidentielle de juillet prochain, ce sont ces 3 sujets qui ont motivé la COPAM à convier la presse ce matin. La COPAM qui refuse toute négociation avec le MNLA et salue le courage de l'armée malienne dans sa mission de reconquête. Sira Bachile. Pas d'élection sans Kidal. Le message est sans ambiguïté. Tout en soutenant l'armée malienne en route vers Kidal, la COPAM se dit opposée à tout dialogue avec le MNLA qui n'est qu'un groupuscule et qui ne représente aucune frange de la communauté touareg. Les Peuls et les Sonraï sont ligotés, battus, humiliés et jetés dans des véhicules allant vers les zones habitées par les Noirs. Ils ignorent qu'il s'agit du Mali et qui n'auront jamais d'Azawad dans notre territoire. Vous voyez une possibilité de dialogue? Dialoguer, négocier, c'est céder des choses, se donner des choses. Vous ne pouvez pas aller dialoguer, négocier avec quelqu'un sans lui donner quelque chose. Dites-moi ce que ce Mali-là peut donner au MNLA dans un dialogue où le MNLA veut s'emparer par la force des morceaux du territoire. Kidal reste une ville du Mali. L'intégrité territoriale n'est pas négociable. Le Mali est souverain et indivisible. Et la COPAM en appelle au bon sens de chaque citoyen malien qui a son rôle à jouer dans la sauvegarde de la souveraineté nationale. La COPAM sera bel et bien au rendez-vous de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain, même si le délai imparti est court. Une précision de son président. La coordination des organisations patriotiques du Mali compte 11 regroupements d'associations, de syndicats et de partis politiques.
Une rencontre internationale sur le dialogue et la réconciliation a démarré à Bamako ce matin, organisée par l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec la Commission dialogue et réconciliation CDR. Elle permettra de renforcer les capacités d'intervention des membres de la dite commission. Fatoumata Kone. Les membres de la Commission Dialogue et Réconciliation échangent avec leurs pairs de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit des pays qui ont en partage le français et leurs partenaires. Le rendez-vous de Bamako traite de 4 thèmes, dont la phase préparatoire du dialogue et de la réconciliation, l'organisation des investigations et la conduite des audiences. Cet exercice permettra de renforcer les capacités d'intervention des participants. Je suis persuadé que durant ces 2 journées d'échange avec d'éminentes personnalités ici présentes, les membres de la Commission Dialogue et Réconciliation saisiront cette opportunité pour mieux connaître les expériences des autres, afin d'en tirer les meilleures leçons et de maximiser les chances de réussite de leur mission. La rencontre se veut un véritable espace de partage d'expériences en vue de mieux faire connaître les acquis des commissions dialogue de l'OIF. L'OIF est donc à vos côtés pour vous permettre de réussir. À l'OIF, nous sommes animés par le souci du dialogue et de l'écoute. C'est pour cela que nous avons réuni les meilleurs experts des questions de dialogue et de réconciliation. Ils ont tous, dans leur domaine de compétences, des expériences riches à vous faire partager. Le mandat des commissions dialogue et réconciliation sera également abordé au cours de cette rencontre. Les assurés de l'INPS peuvent désormais bénéficier des prestations de l'assurance maladie obligatoire AMO au niveau des centres médicaux interentreprises sur toute l'étendue du territoire national. C'est la substance de la convention spécifique signée ce matin entre la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM et l'Institut national de prévoyance sociale l'INPS. Mamari Kone, compte rendu. Avec environ 150 000 consultations par an, les centres médicaux interentreprises de l'INPS jouent une place importante dans la pyramide sanitaire de notre pays. Cette signature de convention spécifique par les directeurs de 2 organismes gestionnaires délégués de l'assurance maladie obligatoire, à savoir la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM et l'Institut national de prévoyance sociale, devrait permettre d'améliorer l'accès des assurés à des soins de santé. L'objet de cette convention, c'est simplement de permettre de rétablir l'équité. Les CMI travaillent, elles fournissent des prestations, elles ont des coûts. L'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est l'organe gestionnaire de la protection sociale, doit rembourser les prestations qui sont faites. Ceci aura le double avantage de permettre aux travailleurs qui sont affiliés et qui ont déjà pris des habitudes depuis des décennies de continuer de bénéficier de ces prestations sans perturber leur environnement et sans perturber la proximité qu'ils ont et l'accès qu'ils avaient de facilitation au niveau de ces CMI. Cette signature de convention devrait permettre également à l'Institut national de prévoyance sociale de faire face à ses missions classiques et de faire des investissements. Même si les charges ne seront pas totalement remboursées, nous pensons que, en tout cas, 50% au moins de ces charges pourraient être remboursées à travers ce mécanisme de convention. Ainsi, l'INPS pourra aussi se consacrer à sa mission, qui est celle de veiller aujourd'hui aux prestations de vieillesse, de maladies et d'accidents professionnels. L'aspect curatif devra, comme je l'ai dit tout à l'heure, être pris en charge ailleurs. À ce jour, on dénombre 14 centres médicaux interentreprises, 3 centres de promotion maternelle et infantile et un centre dentaire spécialisé sur l'ensemble du territoire national. Ces structures emploient 446 agents. À noter que des conventions similaires existent déjà entre la CANAM et les hôpitaux, les centres de santé de référence et les cliniques privées. Après la signature de la convention, les 3 membres du gouvernement ont visité le centre médical interentreprises de Faladje en commune 6. Le ministre de la promotion de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant vient de procéder à Gao au lancement des activités des ONG bénéficiaires de l'appui de ONU Femmes
Ce programme 2012-2015 portera sur l'assistance aux victimes des exactions des événements de 2012. Les ONG orienteront ainsi les femmes de toute la région de Gao vers des activités génératrices de revenus. Le compte-rendu depuis Gao de Drissa Kone, Daouda Zoumana Traoré et Djibril Bagayoko. C'est sous un climat caniculaire que la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant s'est rendue au centre Niali où près de 80 enfants sont pris en charge. Ces enfants, dont l'âge varie entre 3 et 6 ans, sont tous issus de familles démunies, a dit sa promotrice Koumba Hashimi au cours de son exposé. Autre lieu, même constat, la Maison de la Femme construite en 2010 et les bâtiments de la Direction de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Depuis notre entrée dans la ville de Gao, nous avons constaté la désolation, nous avons compati à la douleur des populations qui y vivent depuis plus d'1 an. Alwata Ishata Sahi a exhorté les femmes à plus de courage pour une sortie de crise. Pour ce faire, elle a appelé les travailleurs de la Direction régionale de la femme et de l'enfant à rejoindre leur poste pour accompagner ces braves dames dans la réussite des élections. Maintenant, je pense que on va laisser la désolation nous mettre au travail. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus voir le personnel, pour les encourager à retourner à Gao et voir quelles sont les voies et moyens pour reconstruire tout ce qui a été détruit. La ministre rassure qu'une politique de réhabilitation prendra en charge tous les édifices endommagés, bien sûr après l'élection présidentielle. 8e session du comité de coordination et de suivi des programmes de sécurité alimentaire. Au cours des travaux, les participants ont fait l'examen de la situation alimentaire au Mali, la validation du plan de réponse aux difficultés alimentaires et l'adoption du budget et plan d'opération 2013. Nando Dambélé. La 8e réunion du comité de coordination et de suivi des programmes de sécurité alimentaire se tient dans un contexte particulièrement difficile pour la sécurité alimentaire dans notre pays, notamment dans les régions du Nord, ce qui nécessite une forte mobilisation des partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers et les acteurs humanitaires sont mobilisés pour apporter une assistance alimentaire aux personnes vulnérables des régions du Nord, ainsi qu'aux personnes déplacées et leurs familles d'accueil. La situation de 2011-2012 a amené le système d'alerte précoce à élaborer une nouvelle stratégie bien adaptée, soutenue par le projet de plan de réponse aux difficultés alimentaires. Décliné en 14 points, ce plan développe toute la nouvelle stratégie pour faire face aux difficultés alimentaires en 2013. Il devient alors impérieux et nécessaire de reconstituer ces outils précieux pour assurer la pérennité et l'efficacité du dispositif de sécurité alimentaire, qui est cité en exemple non seulement dans la sous-région, mais qui fait école dans toute l'Afrique entière. Au cours de leurs travaux, les participants à cette 8e réunion vont entre autres mener la réflexion autour de la situation alimentaire définitive du pays à l'issue de la campagne agricole 2012-2013, du plan de réponse aux difficultés alimentaires et du plan et budget 2013. Quel droit pour la sécurité alimentaire en Afrique? La question était au centre d'une conférence de presse organisée à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. C'est en collaboration avec le programme européen de recherche LASCO. Le compte-rendu de Adama Kodjo. Je pense qu'il y a suffisamment d'aliments. Souvent ça change, il y a souvent des aliments qui manquent. Nous devons avoir beaucoup d'aliments au Mali. S'il y a beaucoup d'aliments au Mali, il n'y aura pas de difficultés. Je veux le riz, l'arachide. Trouver des voies et moyens pour assurer la sécurité alimentaire au Mali. C'est l'objet de cette conférence débat dont le thème est « Quel droit pour la sécurité alimentaire en Afrique ?» La sécurité alimentaire à l'épreuve de la biopiraterie des ressources naturelles africaines. C'est l'idée développée par le premier conférencier. Nous pensons que par le droit, il suffit de mettre une disposition dans la loi ou dans les conventions pour que l'investisseur qui produit sur la terre malienne, une terre très fertile, on le sait, puisse écouler une partie de sa production sur les marchés maliens. C'est une solution juridique qui est très efficace. La sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation à l'épreuve des investissements internationaux en Afrique de l'Ouest. C'est le sous-thème abordé par le deuxième conférencier. Pour ce dernier, les règles juridiques au Mali favorisent l'investissement dans les cultures industrielles au détriment de la production alimentaire.
l'adaptation des règles juridiques, économiques et sociales aux réalités locales. C'est ça, toutes les solutions que nous allons proposer. La rencontre est initiée par le programme européen de recherche LASCO en collaboration avec la faculté de droit privé de Bamako et l'école nationale d'administration du Mali. Le problème de sécurité alimentaire se pose avec acuité en Afrique en général et au Mali en particulier. Avec ce genre de conférences dans le milieu scolaire, c'est un début de solution à la problématique qui est amorcée. Ouverture ce matin à l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali des 11e et 12e Assemblées générales. L'ouverture a été présidée par le ministre de la Culture représentant son collègue de l'artisanat et du tourisme, Isaac Tienou, compte rendu. Ce rendez-vous de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali regroupe les représentants de l'intérieur et les chambres amies. Il s'agit pour ces artisans de passer en revue les activités passées et se projeter vers l'avenir. Pour ces 2 jours que nous allons passer ensemble, profitons pour évaluer sans complaisance et diagnostiquer avec justesse quelles ont été nos insuffisances, les causes de nos défaillances, comment y remédier à l'avenir, quelles sont nos réussites et comment les amplifier à l'avenir, quelles sont nos ambitions pour l'avenir. Voilà le questionnement qui doit en permanence être le nôtre à la fin de la mandature 2007-2012 et au moment où s'annoncent les prochaines échéances pour le renouvellement du réseau des chambres, des métiers et de l'APCM. Les temps sont durs pour l'artisanat avec la crise que traverse le Mali depuis 2012. Le ministre de la Culture, qui préside la cérémonie, a invité les participants à un diagnostic approfondi pour un futur radieux. Il s'agira pour vous de tirer les enseignements et de proposer des solutions conséquentes pour l'avenir. Pour ce faire, il vous appartiendra d'être plus clairvoyant, de faire preuve d'initiative et de créativité pour répondre aux multiples attentes de vos ressortissants. Les entreprises artisanales de notre pays ont aujourd'hui plus que jamais besoin d'un accompagnement effectif pour le redémarrage de leurs activités. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme reste attentif à toutes vos sollicitudes et vous assure de cet accompagnement et de celui des plus hautes autorités de notre pays. La session qui dure 48 heures est un cadre idéal d'échange fructueux pour un nouveau départ d'un monde de l'artisanat qui est une autre arme pour le redressement de l'économie de l'artisanat. Un bureau de 12 personnes a été mis en place. Ce nouveau bureau s'est fixé des objectifs précis. Nous allons faire beaucoup de formations, beaucoup de séances de perfectionnement à l'endroit de nos agents et mettre beaucoup plus l'accent sur la communication. C'est de faire en sorte que les membres de la corporation soient des professionnels. L'organisation de ces assemblées générales extraordinaires est la preuve tangible que le CONABEM est une organisation fêtière qui est non seulement en quête perpétuelle de perfectionnement, mais est aussi à l'avant-garde de la bonne gouvernance qu'exige toute organisation qui rime avec le progrès. Pour l'atteinte de ces objectifs, les membres du bureau souhaitent l'accompagnement sans faille des partenaires de l'emploi et de la formation professionnelle. Actualité sportive du football, les Aigles du Mali jouent dimanche contre les Amavubi du Rwanda au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2014. Ils ont pris leur quartier à Kabbalah pour mieux préparer la rencontre. Seydou Keita et ses coéquipiers entendent gagner les 2 matchs de Bamako pour mieux conforter leur position dans le groupe. Khalifa Namatraoré. Après une première phase en France ponctuée par un match amical face à une sélection de la Bretagne, les Aigles sous la houlette de Amadou Paté Diallo peaufinent les derniers réglages à Kabbalah. L'atmosphère y est bon enfant et le groupe n'est nullement perturbé par l'affaire Patrice Carteron. C'est vrai qu'on a été surpris, moi en premier, mais bon, vous savez, c'est le Mali va toujours continuer. C'est vrai que c'est toujours difficile quand il y a un entraîneur qui part à 2 semaines de 2 matchs importants. Mais on fait quoi? On baisse les bras? Non, on va continuer à jouer et on va continuer à gagner. On fera le maximum pour gagner pour notre pays. Je demande l'union sacrée autour de cette équipe. Je suis au service de mon pays et donc à chaque fois que mon pays me demande un service à le faire, je pense, je l'ai toujours dit, ça doit être le mot d'ordre de tout Malien et surtout dans le contexte actuel où on se trouve.
Et donc je pense qu'il faut vraiment ces 2 matchs qu'on les prenne au sérieux. Et les joueurs, ils sont conscients de ça. Le public sportif malien découvrira certainement ce dimanche de nouveaux visages lors de ce match contre les Amavubi du Rwanda. Yacouba Silla qui honorera sa première cape et Mana Dambélé dont le début sous les couleurs maliennes remonte justement au 24 mars dernier à Kigali. Avec la sélection, c'est la première fois que je viens jouer au pays. Donc c'est tout un honneur. En plus quand je vois la foule et tout, ça donne envie vraiment d'y jouer et de participer au succès qui peut nous apporter jusqu'à la qualification à la Coupe du Monde. Tout d'abord, un énorme respect pour le peuple malien. Et aussi tout l'engouement qui est autour de cet événement, le football. Et aujourd'hui, je suis très fier de porter les couleurs de mon pays. Et c'est un choix naturel de rejoindre la sélection nationale du Mali pour les aider à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. L'effectif est presque au complet, Cheikh Tidiane Diabaté étant le seul joueur attendu au 2e jour de regroupement des Aigles du Mali à Kabbalah. Très bonne chance et beaucoup de courage aux Aigles. Cette édition s'achève. Retrouvez demain à 10h et 13h Nyanya Liu Traoré et Hawe Touré pour les éditions du soir. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente nuit à tous.